300 marches jusqu'au sommet. Je les ai comptées la première semaine, puis je n'en ai plus eu besoin. Mes des chaussures connaissaient chaque fissure et chaque tache laissée par les intempéries sur ce béton rongé par le sel, mieux que je ne connaissais le visage de la plupart des gens. Jeudi matin, tout était comme d'habitude. L'ascension commençait dans l'obscurité, dans cette épaisse noirceur côtière qui pesait sur les yeux, même lorsqu'ils étaient ouverts. Le vent soufflait en rafales régulières depuis l'océan Pacifique, apportant avec lui cette fraîcheur particulière qui signifiait que le brouillard se dissiperait vers midi. Peut-être que mes hanches commençaient à brûler à la 91e marche. C'était toujours le cas. Une certaine faiblesse dans la hanche gauche que je n'avais pas pris la peine de faire examiner. À la 150e marche, la brûlure faisait place à un engourdissement et je pouvais penser à autre chose, aux conditions météorologiques, au calendrier de remplacement des boulons, à savoir si j'aurais assez de café dans la cabane du gardien jusqu'à la fin de la semaine. Le brouillard retentit au moment même où je posais le pied sur la 212e marche, le contrôle matinal à la même heure chaque jour, ce gémissement blessé qui roulait à travers la baie de Drake vers les îles Farallon. Quelque part là-bas, dans la brume, le son se comportait différemment. Il rebondissait sur les rochers, se heurtait aux courants ascendants. Il revenait vers vous immédiatement de 3 côtés. Les premiers mois, je sursautais à chaque fois. Maintenant, cela faisait simplement partie du rythme. Montée, brûlure, corne, sommet. Ma main a tâtonné la rampe en fer de la 273e marche. La rouille s'est détachée sous ma paume, malgré le revêtement que j'avais appliqué le mois dernier. L'air salé ici rongeait tout avec le temps. La peinture sur le métal, le bois et probablement les gens, s'ils restaient ici assez longtemps. La porte du phare était coincée, comme depuis 5 ans. Je m'appuyais contre elle avec mon épaule, sentis le cadre déformé céder et pénétrer dans l'odeur familière du vieux laiton, de l'huile de machine et d'autres choses encore. Peut-être simplement le temps, compressé et enfermé dans un cylindre de béton. La liste de contrôle de la maintenance était gravée dans ma mémoire. Je n'avais plus besoin de la noter. J'ai commencé par les boulons du côté est. 3 d'entre eux étaient recouverts de corrosion verte sur le filetage. L'un d'eux était tellement desserré que je pouvais le bouger avec mes doigts. J'ai sorti la clé de ma ceinture, je les ai serrés, et j'ai pris mentalement note d'apporter des pièces de rechange la semaine suivante. Le métal était fatigué. Tout ici était fatigué. Plus loin, les fenêtres. 18 panneaux dans la salle des projecteurs, chacun recouvert d'une croûte d'éclaboussure salée, qui s'accumulait plus vite que je ne pouvais la nettoyer. L'océan voulait aveugler cette lumière. Il essayait de le faire depuis 160 ans. Je travaillais avec le grattoir en effectuant des mouvements réguliers, observant la vue apparaître à travers le film. L'eau grise, le ciel gris, la ligne entre les deux, plus une suggestion qu'une certitude. En bas, les rochers de Chimney Rock émergeaient du ressac. Des algues flottaient dans le courant. Rien d'autre ne bougeait. J'ai lu les journaux de l'ancien gardien lors de ma 2e année de travail. Je les ai trouvés dans le débarras de la station des gardes forestiers. Les couvertures en cuir étaient ramollies par la moisissure. Les pages étaient couvertes d'une écriture soignée, qui devenait de moins en moins lisible à mesure que les notes se poursuivaient. La plupart concernaient dans des observations météorologiques et l'inventaire des provisions. La routine. Et puis on tombe sur une note concernant des lumières sous l'eau, et ce n'est pas de la bioluminescence. Il savait à quoi cela ressemblait. Ces lumières étaient décrites comme stables, intentionnelles, se déplaçant à contre-courant, et non avec le courant. Des formes qui ne devraient pas exister, des motifs qui font mal à regarder directement. J'ai attribué cela à ce que c'était manifestement. L'isolement fait des choses étranges aux gens. Laisser un homme seul sur un rocher pendant plusieurs mois d'affilée,
seul avec le vent, l'eau et ses propres pensées, et quelque chose finira forcément par craquer. L'esprit. Il invente des histoires, il voit des régularités dans le hasard, il transforme des bancs de poissons en monstres, il transforme les motifs des vagues en dessins de quelqu'un. Je n'ai jamais rien vu de plus étrange qu'une baleine grise en migration. Le nettoyage a pris 40 minutes. J'ai travaillé méthodiquement, panneau après panneau, en vérifiant les fixations en laiton entre eux. La lentille de Fresnel a capté la faible lumière de l'aube et l'a diffusée sur les murs dans une géométrie brisée. C'était beau à sa manière, une beauté fonctionnelle. Tout ici avait un but, ou alors cela n'avait pas sa place ici. Mais des genoux ont protesté lorsque je me suis redressé après la dernière fenêtre. 42 ans, ce n'est pas la vieillesse, mais ce n'est pas la jeunesse non plus. Et 5 ans passés à monter ces escaliers ont laissé des traces dans mes articulations. J'ai emballé les produits de nettoyage, j'ai repassé mentalement ma liste. Boulons, fenêtres, mécanisme de rotation de la lentille, générateur de secours, niveau de carburant, batterie de la radio. Tout était en ordre. Tout était comme la semaine dernière. La descente était toujours plus rapide. La gravité m'aidait. J'ai laissé ma main glisser sur la rampe. Mes chaussures ont trouvé leur rythme sur les marches. 180, 76. Les chiffres défilaient tout seuls, sans que j'aie à m'en soucier. La radio à ma ceinture s'est mise en marche à la 94e marche. Station Point Reyes. Ici le directeur régional, Wong. Ross, vous me recevez? Je me suis arrêté et j'ai détaché la radio. Amy n'appelait généralement pas pendant les rondes de maintenance. Elle connaissait le programme du jeudi aussi bien que moi. Oui, je suis là. Je termine juste au phare. Il y eut un bref grésillement, puis sa voix revint, avec cette diction claire qui signifiait qu'elle était en mode gestion de crise. Nous avons une situation d'urgence. 2 kayakistes ont disparu hier soir, près de Chimney Rock. Les gardes-côtes les recherchent depuis minuit, mais les conditions sont mauvaises. J'ai besoin que vous surveilliez depuis votre poste. Signalez tout ce qui sort de l'ordinaire. Ma main se crispa sur la rambarde. Leur nom? Julian Ramirez et sa fille Tammy. Tous deux sont des pagayeurs expérimentés. Julian fait du kayak dans ces eaux depuis 30 ans. Il connaissait les courants. Je levai les yeux vers le phare, vers les fenêtres que je venais de laver. De là, on pouvait voir toute la courbe de Chimney Rock et le détroit derrière. Quand sont-ils partis? Vers 4 heures de l'après-midi, ils devaient être de retour à 7 heures. Sa femme a signalé leur disparition à 9 heures, lorsqu'ils n'ont pas répondu à ses appels. Des rameurs expérimentés qui connaissaient les eaux. Cela ne faisait qu'empirer la situation. On pouvait expliquer le cas des débutants. Pris au dépourvu par le courant de retour, ils n'avaient bon mais pas tenu compte du froid et avaient surestimé leur capacité. Mais quelqu'un qui avait 30 ans d'expérience dans ces courants ne disparaissait pas comme ça, à moins qu'il ne disparaisse. « Je vais remonter », dis-je. « La vue y est au meilleur. » Compris. Les gardes-côtes concentrent leurs recherches au nord de ta position. Mais nous avons besoin d'yeux partout. Préviens-nous si tu remarques quelque chose. Des débris, un kayak renversé, n'importe quel signe. Compris. La radio s'éteignit. Je me tenais sur la 94e marche, m'agrippant à la rampe rouillée, regardant les marches restantes, puis remontant les yeux vers les 300 que je venais de descendre. Mais les jambes allaient me détester, mais je commençais à monter. La voix d'Amy continuait à résonner dans la radio, me donnant des détails que je n'avais pas demandés, mais dont j'avais besoin. Le lieutenant Bradley McCarthy, de la garde côtière, avait découvert les 2 kayaks vers 0600 heure, près de l'ancienne station de sauvetage. Elle utilisait l'heure officielle. C'était ainsi qu'Amy parlait lorsque les choses prenaient un tour officiel. Les embarcations étaient intactes. Aucun dommage sur la coque, aucune fissure dans la fibre de verre,
aucun signe d'impact ou de chavirement. Les deux étaient complètement vides. Je me tenais là, sur la 84e marche, la radio à la main, le pouce toujours appuyé sur le bouton de réception, même si Amy était déjà passée à la suite. Aucun gilet de sauvetage ne flottait dans la zone de recherche. L'équipe de Bradley avait fouillé un rayon d'un demi-mile autour de l'endroit où les kayaks avaient été trouvés. Rien à la surface, rien n'était pris dans les algues, rien n'avait été rejeté sur la plage, aucun corps. La voix d'Amy avait cette neutralité prudente qu'elle utilisait pour coordonner les opérations de recherche. Une distance professionnelle. Je l'avais entendue 2 fois en 5 ans ici. Une fois pour un touriste qui avait chuté du bord d'une falaise à Arch Rock. Une fois pour un bateau de pêche qui n'était jamais revenu des Farallons. Les 2 fois, elle avait conservé le même ton mesuré pour décrire les efforts de sauvetage. Les 2 fois, ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient dans les 48 heures. Mais cette fois-ci, c'était différent. J'ai relâché le bouton de la radio et l'ai rattaché à ma ceinture. Ma main était moite. La cage d'escalier retenait l'humidité, comme le fait toujours le béton près de l'océan. Mais ma paume était glissante à cause de la sueur qui n'avait rien à voir avec l'humidité. Les kayaks étaient intacts. Ce détail s'est logé dans mon cerveau comme une écharde. J'ai vu ce que l'eau fait au bateau quand tout ne se passe pas comme prévu. Les rochers percent des trous dans la fibre de verre. Les vagues plient les bateaux en deux contre les rochers. Même les pagayeurs expérimentés faisaient des erreurs. Ils évaluaient mal les vagues, se retrouvaient dans les canaux de déferlement qui les projetaient sur les rochers. L'océan ne laissait pas l'équipement intact lorsqu'il emportait des gens, mais ces kayaks étaient intacts. J'ai recommencé à monter. Mais des jambes bougeaient automatiquement, suivant le rythme acquis au cours des 5 années passées à monter ces escaliers. Jambe gauche, jambe droite, main sur la rampe. Le métal était rugueux sous ma paume, là où la rouille l'avait rongé le dernier revêtement. Il faudrait commander davantage de peinture marine, l'ajouter à la commande du mois prochain. Mon esprit faisait ce qu'il savait faire, se concentrer sur les tâches d'entretien, les problèmes concrets et les solutions concrètes. C'était plus facile que de penser aux 2 kayaks vides, échoués sur le rivage près de la station de sauvetage, comme si quelqu'un les avait soigneusement tirés à terre. Amy a également mentionné cette partie, emplacement. Le rapport de Bradley indiquait que les 2 embarcations avaient été tirées au-dessus de la ligne de marée haute et gisaient parallèlement l'une à l'autre, à une distance d'environ 2 mètres. Ce n'était pas un empilement aléatoire de bateaux arrachés et rejetés par les vagues. Ce n'était pas un amas chaotique d'équipements renversés, pris dans les vagues. Ils étaient disposés de manière ordonnée. J'atteignis la 150e marche, là où l'engourdissement de ma cuisse droite commençait habituellement, et je le sentis se répandre dans le muscle. Cette sensation familière d'engourdissement provoquée par les mouvements répétitifs et les tissus cicatriciels d'une ancienne blessure d'alpinisme. L'engourdissement était fiable, prévisible. Cela se produisait à la 150e marche, à chaque fois que je faisais cette ascension. Les kayaks vides n'étaient pas fréquents, pas avec des pagayeurs expérimentés, pas avec quelqu'un comme Julian Ramirez, qui naviguait dans ces eaux depuis 30 ans. Le froid s'installa plus profondément dans ma poitrine, commençant quelque part derrière le sternum et se propageant vers l'extérieur à travers les côtes. Je l'avais déjà ressenti auparavant, cette réaction physique à des informations qui ne concordaient pas, des détails formant des motifs que mon cerveau ne pouvait concilier. La dernière fois, c'était il y a 3 ans, lorsque j'avais trouvé du matériel d'alpinisme au pied du phare. Du bon matériel, simplement abandonné sur les rochers. Je n'ai jamais su qui l'avait laissé là. Je suis arrivé à la plateforme supérieure et me suis faufilé à travers la porte déformée de la salle des projecteurs. Une odeur m'a frappé le nez. Du laiton, de l'huile de machine
et cette odeur particulière des espaces clos. Je me suis approché des fenêtres orientales que j'avais lavées 40 minutes plus tôt. Le verre était déjà recouvert de nouvelles éclaboussures salées. Une fine suspension apportée par le vent de la baie de Drake. Chimney Rock émergeait des vagues à environ un quart de mile, rocher sombre poli par des millénaires de vagues. Derrière lui, l'eau grise s'étendait jusqu'au Farallon, 27 miles d'océan ouvert avant que ces îles dentelées ne percent la surface. Julian et Tammy étaient inno partis la veille, vers 4 heures de l'après-midi. Amy avait dit qu'ils devaient être de retour à 7 heures, 3 heures sur l'eau. Pour des kayakistes expérimentés restant près de la côte, c'était une promenade, pas une expédition. Ils auraient dû longer la côte, peut-être contourner Chimney Rock, pris des photos des otaries et des éléphants de mer qui se pressèbent sur ces plages. Mais les kayaks ont été retrouvés à la station de sauvetage au nord du point de départ, une direction erronée pour des pagayeurs qui prévoyaient de revenir à leur point de départ. J'ai sorti mes jumelles du casier à équipement et j'ai inspecté la zone de la découverte. La station de sauvetage n'était pas visible sous cet angle. Le rocher bloquait la vue, mais je pouvais suivre la ligne côtière qui y menait. Des rochers, des vagues et des algues flottant dans le courant. Pas de gilet de sauvetage orange flottant sur les vagues. Pas de champ de débris. Aucune preuve que quelque chose ait mal tourné dans l'eau. Juste 2 kayaks vides, tirés au-dessus de la ligne de marée, comme si quelqu'un avait accosté pour déjeuner. Mes mains tremblaient, un léger tremblement qui empêchait mes jumelles de rester fixées sur leur cible. Je les ai baissées et posées sur l'établi, puis j'ai appuyé mes paumes à plat sur la surface métallique froide jusqu'à ce que le tremblement cesse. Je devais voir les kayaks de mes propres yeux. Je devais marcher sur la plage où Bradley les avait trouvés. Vérifier les marées. Rechercher des détails qui ne pouvaient être transmis par radio, coordonnés par Amy depuis son bureau à la station de Point Reyes. À partir de rapports écrits et d'observations de seconde main, Bradley avait établi des schémas de recherche conformément au protocole de la garde côtière, de manière efficace, minutieuse et tout à fait conforme au règlement. Mais aucun d'entre eux ne connaissait ces eaux comme moi. Aucun d'entre eux n'avait passé 5 ans à observer les courants et les marées, à suivre le mouvement des déchets le long de ce littoral, à étudier quelles plages accumulaient les déchets et lesquelles restaient propres. J'ai attrapé mon sac à dos de terrain dans mon casier et me suis dirigé vers l'escalier. Le sentier menant à Chimney Rock traversait les buissons côtiers et l'herbe gelée, serpentant le long de la falaise en une série de lacets qui conduisaient les randonneurs à la plage rocheuse en contrebas. Je l'avais emprunté peut-être une 12aine de fois en 5 ans, généralement pour vérifier l'équipement ou lorsque les équipes de la garde côtière avaient besoin d'un soutien terrestre pour leurs exercices. Janvier était la saison de reproduction. Les éléphants de mer sortaient en colonies immenses à cette période de l'année, des centaines d'entre eux envahissant toutes les surfaces disponibles. Les mâles se battaient pour le territoire, les femelles nourrissaient leurs petits, les jeunes s'entraînaient à affirmer leur domination dans les eaux peu profondes. Le bruit portait à des kilomètres à la ronde, des rugissements, des grognements et des claquements humides de corps qui s'entrechoquaient. Je n'ai rien entendu qui ait retenu mon attention avant d'avoir parcouru la moitié du chemin. Absence de bruit, silence complet, là où aurait dû régner la cacophonie permanente d'une colonie de phoques en pleine période de reproduction. Je me suis arrêté au 3e virage de la route, en lacet, et j'ai tendu l'oreille, les vagues se brisant sur les rochers, le vent soufflant dans l'herbe côtière, le cri lointain des mouettes quelque part au-dessus de l'eau. Aucun phoque. Le froid dans ma poitrine s'est propagé jusqu'à mon estomac. J'ai continué à marcher, mes chaussures trouvant automatiquement leur chemin sur le sentier rocailleux, tandis que mon esprit passait en revue les différentes possibilités. L'agitation pouvait avoir dispersé les colonies,
Des bateaux s'étant approchés trop près, des kayakistes ayant pénétré dans les zones protégées, le comportement agressif des visiteurs qui avaient ignoré les panneaux d'avertissement. Mais ces perturbations étaient et temporaires. Les phoques revenaient de toujours au bout de quelques heures, poussés par leur instinct de reproduction et leur programme territorial qui l'emportait sur les menaces temporaires. J'atteignis le pied du sentier, là où il débouchait sur la plage. Les des rochers étaient diacres et déserts, absolument, complètement déserts. Les surfaces planes, où des centaines de phoques auraient dû être serrés les uns contre les autres, n'étaient plus que de la pierre nue, sombre et humide des embruns. Les bassins de reproduction étaient vantés vides. Il n'y avait rien d'autre que des algues et des coquillages sur les lieux de reproduction. J'ai avancé lentement, mais des chaussures craquaient sur les coquillages brisés et les petits cailloux. Le son résonnait sur les rochers derrière moi, amplifié par l'absence de tout autre bruit. Aucun mouvement dans mon champ de vision périphérique, aucun corps chaud se déplaçant sur les rochers avec le bruit caractéristique des phoques. Aucun mâle territorial ne levait sa tête massive pour repérer les menaces potentielles. Rien. J'avais déjà vu les colonies quitter le territoire une fois, 7 ans auparavant, lorsque je travaillais encore au phare de Point Arena. Les orques étaient entrés dans la baie pour chasser. Les phoques y avaient disparu en moins d'1 heure, poussés par la proximité du prédateur et leur instinct de survie. Mais ils avaient laissé des traces, des excréments étalés sur les rochers, du sang dans l'eau provenant des tueries, une odeur particulière de peur et de fuite qui persistait après l'exode massif. C'était différent. Les rochers semblaient mi-propres, trop propres, pas de déchets, pas de poils mous, pas de traces de naissance récentes. Les surfaces semblaient avoir été nettoyées, comme si la colonie n'avait jamais existé. Je me suis approché du bord de l'eau, scrutant les eaux peu profondes, à la recherche de tout signe de présence animale. Parfois, les jeunes restaient dans les vagues, même lorsque la colonie se déplaçait. Parfois, les phoques de blessés ne pouvaient pas faire le voyage et restaient derrière. L'eau était également vide, seules des algues flottaient dans le courant et de petits poissons se faufilaient entre les rochers. Un écosystème normal, fonctionnant exactement comme il le devrait, à l'exception de l'absence totale de mammifères marins qui auraient dû dominer cet environnement. Le silence pesait sur mes oreilles, une pression physique, comme lors d'une plongée trop profonde et trop rapide. Mes des mains se mirent à trembler à nouveau et je les glissai dans les poches de ma veste pour cacher mes tremblements. Non pas à quelqu'un d'autre, mais à moi-même. Des centaines de phoques ne disparaissent pas comme ça du jour au lendemain. Les colonies de reproduction sont restées en place pendant les mois de janvier et février, motivées par des impératifs biologiques plus forts que les inconvénients temporaires. Les mâles ont conservé les territoires pour lesquels ils se sont battus afin de séduire les femelles et ont protégé les nouveau-nés, trop petits pour voyager. Les jeunes apprenaient la hiérarchie de domination qui déterminera leur succès à l'âge adulte. Ils n'ont pas tout abandonné sans raison, pas sans laisser de traces de leur fuite. Je me tenais là, sur la plage déserte, avec les vagues qui se brisaient sur les rochers abandonnés, et j'essayais de trouver une explication rationnelle qui corresponde aux faits. J'ai essayé d'imaginer un scénario dans lequel des kayakistes expérimentés disparaissaient avec leurs embarcations et des éléphants de mer évacuaient leur zone de reproduction. Et ces deux événements n'étaient pas liés. La coïncidence ne collait pas. Quelque chose était profondément, fondamentalement anormal. J'ai commencé par les bassins de marée les plus proches de l'endroit où le sentier rejoignait la plage. Méthodiquement, c'est ainsi qu'il faut chercher. Le schéma en grille. Les yeux rivés sur chaque surface. Vérifier une fois et avancer. Les rochers étaient un peu glissants à cause des embruns. Les coquillages coupaient d'eau la pierre plus sombre de leurs crêtes acérées. Des algues pendaient au-dessus des bassins, brunes et épaisses,
sentant le sel et la pourriture. Rien dans le premier bassin, rien dans le deuxième. Je me suis dirigé vers le nord le long du littoral, mes chaussures trouvant prise sur la pierre polie par des siècles de vagues. Les bassins de marée s'étendaient devant moi, des dizaines d'entre eux, creusés dans la corniche rocheuse par une répétition infinie. L'eau était piégée 2 fois par jour, libérée 2 fois par jour. J'avais parcouru cette plage une centaine de fois, en 5 ans. Je connaissais chaque formation importante, chaque lieu de repos préféré des phoques. Je ne l'avais jamais vu aussi vide. Le 3e bassin ne contenait que des anémones et des petits crabes. Le 4e, rien d'autre que des algues et des coquillages brisés. Je continuais à avancer, inspectant chaque creux, chaque interstice entre les rochers. À la recherche de quoi exactement? Je ne saurais le dire. Des indices, quelque chose qui expliquerait les kayaks intacts et les personnes disparues, et la colonie reproductrice qui avait disparu pendant la nuit. Le soleil s'était élevé, dissipant une partie du brouillard matinal. La lumière frappait désormais l'eau à un angle plus aigu, transperçant la brillance de la surface. Je pouvais mieux voir à l'intérieur des bassins, mais cela ne m'aidait pas vraiment. Je m'arrêtais au 7e bassin. Quelque chose de brillant était coincé dans les rochers, à environ 3 mètres devant moi, juste au-dessus de la ligne de marée. Orange. La même couleur orange que les combinaisons étanches décrites par Amy dans son rapport initial. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je me suis approché, prudemment sur les rochers mouillés. Plus près. Ce n'était pas du tissu. Des parois rigides, un boîtier étanche, le genre de boîtier que les photographes utilisent pour leur matériel coûteux. Une coque en polymère orange vif, des joints en caoutchouc noir sur les bords, des loquets des 2 côtés. Je me suis accroupi, passant ma main entre 2 pierres pour le retirer. Il était bien coincé. J'ai dû le balancer d'avant en arrière, avec précaution pour ne pas casser le boîtier sur les coquillages. Il m'a fallu peut-être 30 secondes avant de le dégager. Lourd. À l'intérieur, du matériel professionnel. Sans doute. Je l'ai tourné entre mes mains. Aucun dommage visible à l'extérieur. Les joints semblaient intacts. Aucune fissure dans la coque en polymère. Les loquets étaient toujours fermés, en position verrouillée. J'ai trouvé une partie plate du rocher au-dessus de la zone d'éclaboussure et j'y ai posé la mallette. Puis, j'ai déverrouillé les 2 fermetures. Le joint s'est rompu dans un léger sifflement. Équilibrage de la pression à l'intérieur. Disposé dans des découpes en mousse. Un boîtier d'appareil photo haut de gamme. 2 objectifs et ce qui semblait être des batteries supplémentaires. Tout était parfaitement sec. J'ai sorti l'appareil photo et j'ai reconnu le modèle. Un appareil professionnel. On en voit souvent dans les équipes de tournage de documentaires sur la nature. Il devait coûter 3, voire 4 000 $ neufs. Il y avait une carte dans le logement prévue à cet effet. Je l'ai retiré, puis réinséré. L'appareil photo avait un écran à l'arrière, d'environ 3 pouces de diamètre. Petit mais fonctionnel. J'ai trouvé le bouton d'alimentation et je l'ai appuyé. L'écran s'est immédiatement allumé. La batterie était complètement chargée. Le menu de visualisation est apparu automatiquement. Un seul fichier vidéo avec l'heure d'hier, 18h22, 43 secondes. J'ai appuyé sur « Lecture ». L'écran montrait de l'eau. Une surface calme, des vagues douces, la lumière dorée du soleil couchant se reflétant sur les crêtes. Les images étaient stables, même si elles avaient été filmées depuis un kayak. La caméra était bien stabilisée. Tammy savait ce qu'elle faisait. L'image s'est déplacée, effectuant un panoramique vers la droite. Le kayak de Julian est apparu dans le champ de vision, peut-être à une 20aine de mètres devant. Une combinaison orange, vive sur fond d'eau grise. Il pagayait, des coups de pagaie fluides. La pale entrait dans l'eau à angle droit.
Son expérience transparaissait dans toute son allure. Elle disait qu'il avait fait cela 10 000 fois. Puis il s'est arrêté, tenant sa pagaie à l'horizontale en travers du cockpit. Il a tourné la tête pour regarder l'eau à côté du kayak. Je ne pouvais pas voir clairement son visage sur le petit audran, mais sa posture avait changé. Ses épaules s'étaient penchées en avant, inclinées. L'image s'est légèrement rapprochée. Tammy avait dû utiliser le contrôle de l'objectif. Le visage de Julian était mieux mis au point. C'était son expression. J'avais déjà vu la peur, j'avais déjà vu la panique, j'avais déjà vu des gens réaliser qu'ils étaient en danger. Ce n'était pas ça. Il avait l'air fasciné, comme s'il voyait quelque chose de magnifique, quelque chose qui l'attirait vers lui. Sa bouche était légèrement ouverte, ses yeux grands ouverts, non pas de terreur, mais d'émerveillement. Il posa sa rame en travers du kayak. Les deux mains désormais libres, il se pencha encore plus par-dessus le bord, tendant la main vers l'eau. Sa main droite était tendue vers le bas, les doigts écartés. La caméra a tremblé. Un mouvement soudain. Tammy avait dû voir quelque chose et réagir. Le cadre était rempli d'une chair pâle, pas la blancheur du ventre d'un poisson, pas la couleur grise de la peau d'un requin. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui captait la lumière déclinante du soleil et la reflétait. Anormal. Comme de l'huile sur l'eau, mais solide, texturée. La surface bougeait. Je ne pouvais pas dire si elle respirait, pulsait ou changeait simplement de position. Trop de membres. J'en ai compté 3, puis 4, puis j'ai perdu le compte, parce qu'ils bougeaient avec une intention précise. Chacun indépendamment, mais de manière coordonnée. Ils ne se précipitaient ni pas, n'attaquaient pas. Ils s'étiraient, les yeux. Mon Dieu, les yeux. Ils captaient la lumière comme des miroirs polis, plats et réfléchissants, ne laissant rien voir derrière eux. De nombreux ensembles. J'en ai compté au moins 6 avant que la créature ne bouge à nouveau et que je perde les repères. Julian a glissé dans l'eau. Il n'a pas été entraîné, ni tiré. Il est simplement parti. Comme on descend d'un trottoir, son corps a basculé doucement par-dessus le bord du kayak. Sans lutte, sans résistance. Le kayak a tangué sous le déplacement du poids, mais n'a pas chaviré. Tammy a crié. Le son a retenti à travers le petit haut-parleur, aigu, sec et plein de compréhension. Pas de surprise, de reconnaissance, comme si elle savait exactement ce qui se passait et ce que cela signifiait. L'enregistrement s'est interrompu. L'écran est devenu noir, puis est revenu au menu de lecture. 43 secondes. Je fixais l'écran. Une main tenait la caméra. L'autre s'appuyait contre le rocher pour garder l'équilibre. Les mains tremblaient tellement que l'image était floue. J'eus du mal à retirer la radio de ma ceinture, les mains encore tremblantes après ce que je venais de voir sur l'écran de la caméra. Il m'a fallu 3 essais pour appuyer sur le bouton d'émission avec mon pouce. Amy, c'est Ross à Chimney Rock. J'ai trouvé des indices. J'ai besoin que tu... Le haut-parleur a été frappé par des parasites. Ce n'étaient pas les interférences habituelles que l'on obtient lorsque les parois de la falaise bloquent le signal ou que les conditions atmosphériques interfèrent avec la transmission. C'était dense, multicouche, avec des pulsations crépitantes qui suivaient des schémas presque rythmiques. J'ai relâché le bouton et réessayé. « Amy, tu m'entends ? J'ai trouvé un boîtier étanche avec du matériel photo. Il y a un enregistrement, tu dois voir ça. Encore plus de parasites, la même pulsation, roulant sur les fréquences. J'ai vérifié l'écran de la radio. La batterie était complètement chargée. La puissance du signal affichait 3 barres, comme d'habitude. Je suis descendu ici, vers les bassins de marée. Aucune cause mécanique n'expliquait les interférences. J'ai tourné le bouton de réduction du bruit pour essayer de filtrer le bruit. Les parasites ont changé de tonalité, mais n'ont pas disparu, à travers eux, sous eux. J'ai peut-être capté quelque chose qui pourrait être la voix d'Amy. Ça aurait pu être la voix de n'importe qui.
trop déformée pour que je puisse distinguer les mots. La caméra était toujours dans mon autre main. L'écran était désormais noir, mais ces images défilaient en boucle dans ma tête. Julian tendant la main vers l'eau, cette créature s'élevant vers lui, la façon dont il y est entré, doucement et volontairement, sans aucune lutte. Je rattachai la radio à ma ceinture et levai les yeux des pierres. Le brouillard s'était installé. Ce n'était pas le brouillard habituel du matin, qui se dissipe progressivement à mesure que le soleil se lève. C'était un mur épais et continu, gris-blanc, qui n'était pas là 2 minutes auparavant, lorsque j'étais concentré sur ma caméra. Le soleil avait disparu, l'horizon avait disparu. Tout ce qui se trouvait à plus de 6 mètres dans toutes les directions s'était transformé en vide, en néant. Ayant travaillé pendant 5 ans sur cette côte, je connaissais le brouillard, je savais comment il se déplaçait, à quelle vitesse il arrivait de l'océan Pacifique, à quoi il ressemblait lorsqu'il s'installait et lorsqu'il était encore en mouvement. Ce n'était pas un phénomène naturel. Le brouillard ne tombe pas comme un rideau, il ne réduit pas la visibilité de Claire à nul en moins de temps qu'il n'en faut pour passer un appel radio. Je me suis levé de la pierre plate sur laquelle j'étais assis, toujours avec mon appareil photo à la main. Le boîtier étanche se trouvait à côté de moi, son intérieur en mousse ouvert. Je remis la caméra dans la découpe, fermai le boîtier et verrouillai les 2 loquets. Le sifflement du joint qui se mettait en place résonna trop fort dans le nouveau silence étouffé. Les vagues continuèrent de se briser sur les rochers. Je pouvais les entendre, mais elles semblaient désormais lointaines, filtrées par le brouillard, comme si elles se produisaient ailleurs. Les mouettes s'étaient tues. Le vent ne faisait plus bouger l'herbe côtière sur la falaise au-dessus. Je soulevai la mallette et me tournai vers l'endroit où devait se trouver le sentier. Je distinguais à peine le premier virage de la route, enlacé à 20 pieds plus cédéraux sur la pente. Tout ce qui était plus haro avait disparu dans le gris. La radio grésilla à nouveau. Je m'arrêtai, ma main se porta automatiquement vers l'appareil à ma ceinture. Je le portai à mon oreille pour écouter sans émettre. Les parasites avaient ligne changé, toujours aussi denses, toujours aussi pulsés. Mais maintenant, il y avait des espaces entre les impulsions, des pauses qui duraient 1 seconde, puis 2, puis à nouveau 1. Dans ces espaces, j'entendais quelque chose qui n'était pas tout à fait le silence, quelque chose qui bougeait, se déplaçait, formait des contours qui n'étaient pas des mots, mais qui voulaient en être. Puis j'ai entendu mon nom, pas clairement, pas la voix d'Amy qui perçait à travers les interférences. C'était sous le bruit statique, une partie de son nom, peut-être, des syllabes qui ressemblaient vaguement à « Ross », sans tout à fait l'atteindre. Le son avait du poids, de la pression, comme si on entendait quelque chose à travers l'eau, déformé par la profondeur et la distance. J'ai laissé tomber la radio. Elle a heurté les rochers et a rebondi. Le boîtier en plastique s'est fissuré sur la pierre. Le haut-parleur continuait à grésiller, à vibrer, à prononcer presque mon nom. Je l'ai laissé là et j'ai commencé à marcher. Le sentier qui montait le long de la falaise m'était assez familier. J'aurais pu le parcourir les yeux fermés. Je l'avais emprunté dans l'obscurité totale à de nombreuses reprises, tôt le matin ou tard le soir, lorsque les calendriers d'entretien l'exigeaient. Je connaissais chaque virage, chaque section effritée, chaque endroit où l'herbe gelée avait envahi le sol piétiné. Mais les sensations n'étaient pas les bonnes. Je comptais mes pas par habitude. Il m'a fallu 65 pas pour atteindre le premier virage. Habituellement, l'angle est assez prononcé pour qu'il faille ralentir et faire demi-tour. J'ai atteint 80 pas et le sentier continuait à monter tout droit. Pas de virage, pas de changement de pente. Je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Je ne voyais pas la plage, je ne voyais pas les bassins de marée, ni les rochers, ni l'endroit où j'avais laissé la radio cassée. Juste du brouillard, oppressant de tous côtés. Assez épais pour que je puisse voir comment il bougeait, des courants le traversaient,
sans aucun rapport avec le vent. J'ai continué à marcher. Le sentier devait finir par tourner. Il devait atteindre le deuxième virage en épingle, puis le troisième, puis le sommet, où il débouchait sur la route d'accès. La géométrie ne changeait pas. La falaise mesurait 200 pieds, à la verticale, entre la plage et le sommet. Le sentier était creusé en pente douce avec 8 virages pour faciliter l'ascension. Distance fixe, chemin fixe. Seulement, j'en étais maintenant à 120 pas, et je continuais à monter tout droit. La mallette étanche pesait peut-être 5 livres, mais ma main était fatiguée de la porter. Je l'ai transférée dans l'autre main en essuyant ma paume sur ma veste. Le tissu était humide, tout semblait humide. Le brouillard était froid, humide, pesant sur la peau nue d'un poids qui n'appartenait pas à la vapeur d'eau. 140 pas, 160. Le sentier devait se terminer à ce moment-là. Il devait atteindre le sommet ou la route d'accès au phare ou quelque chose d'autre que cette ascension interminable à travers le néant gris. J'ai entendu un éclaboussement. Je me suis arrêté à mi-chemin, ma chaussure suspendue au-dessus du sol piétiné. J'ai tendu l'oreille. Là, en bas et à gauche, là où la pente de la falaise tombait à pic dans l'eau. Des coups rythmés. Un éclaboussement, une pause, un éclaboussement, une pause. Chacun était délibéré, mesuré. Quelque chose se déplaçait dans l'eau avec un but précis. Ce n'était pas une vague ou un ressac fortuit. Un éclaboussement, une pause, un éclaboussement. Ça se rapprochait, pas sur le côté. Le son ne se propageait pas le long de la ligne d'eau. Il montait, remontait la pente de la falaise qui tombait à pic sur 80 pieds à partir de l'endroit où le sentier traversait la corniche. Je me remis en route, plus vite cette fois. Les éclaboussures continuaient. Un rythme régulier, patient et inévitable. Quelle que soit la source de ce bruit, elle ne se pressait pas, elle n'en avait pas besoin. Elle continuait simplement à monter avec une assurance terrifiante, se frayant un chemin sur la roche qui devait être trop abrupte, trop lisse, trop impossible pour que quoi que ce soit puisse y grimper. Un éclaboussement, une pause, un éclaboussement. Mes chaussures frappaient durement le sentier, ne cherchant plus à rester silencieuses. La mallette cognait contre ma jambe à chaque pas. Ma respiration était devenue sifflante et irrégulière, non pas à cause de l'effort, mais à cause d'une lourdeur dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec l'effort physique. Le brouillard se déplaçait autour de moi, sans se dissiper, sans s'éclaircir. Des courants en mouvement qui tourbillonnaient et me suivaient, se rapprochant lorsque je ralentissais, s'éloignant légèrement lorsque j'accélérais. Ils jouaient avec moi, peut-être me testaient-ils. Je sentais un regard posé sur moi. Ce n'était pas la conscience habituelle que l'on a lorsqu'on est dans la nature, sachant que les animaux suivent vos mouvements ou que d'autres personnes peuvent vous voir de loin. Il s'agissait d'une intelligence spécifique et concentrée, une attention qui pesait sur mon dos, mes côtés et la base de mon crâne, là où réside l'instinct. Quelque chose observait chacun de mes pas. Splash maintenait le rythme en bas. Il ne me rattrapait pas, ne restait pas à la traîne. Il gardait simplement ce rythme régulier, montant à mesure que je montais, émergeant du brouillard qui cachait tout, sauf la certitude qu'il était là. J'ai accéléré le pas. Je courais presque maintenant. Mes chaussures glissaient sur les parties meubles du sentier qui apparaissaient soudainement à travers le brouillard. Le casse-tête m'a frappé aux côtes. Ma respiration était saccadée. Le brouillard se rapprochait. Je pouvais le sentir maintenant, le sentir réellement, comme des mains qui touchaient mes épaules, mes bras, ma nuque. Une texture froide, humide et irrégulière qui n'était ni du brouillard ni de la vapeur, mais quelque chose d'autre qui prenait leur forme. Puis le sentier s'est arrêté, pas progressivement. Un pas, j'étais sur un sol battu, rampant à travers le brouillard. Le pas suivant, ma chaussure heurta le béton, la route de service du phare,
plate et dure, s'enfonçant dans le gris. La rampe métallique familière qui bordait le parking émergea du brouillard à 10 pieds de devant moi. Je me suis arrêté, haletant, les mains sur les genoux. La mallette a heurté le béton près de mes costumes et chaussures. Le clapotis s'est arrêté. Je me suis redressé lentement, à l'écoute. Rien. Plus aucun bruit rythmique, aucun bruit de grimpe. Seulement ma propre respiration saccadée et le grondement lointain et étouffé des vagues. Le brouillard était épais autour de la base du phare. Je pouvais distinguer la structure en béton qui s'enfonçait dans le gris. La première douzaine de marches de l'escalier, visible avant qu'elle ne disparaisse. Le bâtiment de service sur la gauche était une forme sombre, à peine discernable. Mon camion était garé dans le parking, silhouette fantomatique recouverte de condensation. Je pris ma mallette et me dirigeai vers l'entrée du phare. Mes deux jambes étaient instables, mes muscles tremblaient, sous l'effet de l'adrénaline et de la tension. 300 marches à monter. 300 marches jusqu'à la salle des projecteurs et à l'équipement radio qui pouvait fonctionner mieux que le manuel, qui pouvait contacter Amy, qui pouvait... Je me suis arrêté. Il y avait des traces sur le béton, des empreintes humides, sombres sur une surface plus claire, commençant au bord du parking, là où la falaise tombait à pic, menant à travers l'espace ouvert jusqu'à la base du phare. Je me suis approché lentement. La mallette pendait, oubliée, dans ma main gauche. Les empreintes avaient une forme qui ressemblait vaguement à celle d'un pied. Vaguement. Elles avaient un contour général, talon, voûte plantaire, avant-pied. Mais les proportions étaient incorrectes. Trop longue du talon à la pointe, peut-être 14 pouces, trop étroite au niveau de la voûte plantaire et des orteils. Elles étaient trop nombreuses, 6, peut-être 7 sur chaque empreinte, largement écartées. De l'eau s'était accumulée dans chaque creux. Ce n'était pas de l'eau de mer. Je pouvais sentir la différence même à 5 pieds de distance. C'était de l'eau de mer, du sel et des algues provenant des profondeurs. Mais elle contenait autre chose, quelque chose qui me serrait la gorge et me retournait l'estomac. Les betraces étaient fraîches. L'eau coulait encore de leur bord, s'écoulant en minces filets sur le béton. Je les ai suivies des yeux. Elles traversaient le parking en ligne droite, chaque pas déterminé. Devant mon camion, devant l'entrée du bâtiment administratif, directement jusqu'à la base du phare, où commençait l'escalier et ses 300 marches. Puis vers le haut. Chaque marche portait des empreintes humides, sombres et brillantes, menant vers le haut dans le brouillard, vers la salle des lampes, là où j'avais laissé les fenêtres propres, la porte verrouillée et tout protégé pour la semaine. Quelque chose était sorti de l'eau, avait grimpé sur les rochers pendant que je marchais sur le sentier, avait atteint le phare avant moi et était entré à l'intérieur. J'ai posé ma mallette étanche à côté du camion et j'ai sorti mon arme de service du coffre-fort situé sous le siège conducteur. Un Glock 19, 15 balles. Je passais les tests avec cette arme chaque année depuis 5 ans et je ne l'avais jamais sortie, sauf au stand de tir. Mais des mains ont cessé de trembler. Des traces humides menaient à l'escalier qui montait au phare, que j'entretenais depuis que j'occupais ce poste. Je connaissais chaque boulon, chaque fissure dans le béton, chaque endroit où la rampe métallique s'écaillait sous ma paume. À présent, la structure semblait complètement différente. Le brouillard pesait sur les murs. Les empreintes brillaient sur chaque marche. L'eau stagnait encore dans les creux. Je devais attendre les renforts. Je devais appeler les gardes-côtes par radio, faire venir Bradley et son équipe ici avec le soutien nécessaire. Je devais rester dans le parking jusqu'à l'arrivée de personnes réellement qualifiées. Mais Tammy était peut-être encore en vie là-haut. C'est ce que je me suis dit. C'est la raison que j'ai invoquée. J'ai commencé à monter. Le pistolet était lourd dans ma main droite. Ma main gauche suivait la rampe, empruntant le chemin familier que mon corps connaissait pour l'avoir parcouru chaque semaine pendant 5 ans.
La 97e marche est arrivée et a disparu. Ma cuisse gauche me brûlait. La 150e marche est passée. Un engourdissement s'est propagé dans ma jambe droite à partir de l'ancienne cicatrice. Les traces humides continuaient de devant moi, menant plus haut. À la 200e marche, je me suis arrêté et j'ai écouté. Rien. Aucun mouvement en haut, aucun bruit, à part ma respiration et le grondement lointain et étouffé des vagues quelque part sous le brouillard. Le phare autour de moi sentait différemment. Pas comme d'habitude. Le laiton, l'huile de machine et la vieillesse. Quelque chose d'autre maintenant. L'eau salée, les algues. Cette odeur profonde provenant des traces à l'extérieur qui me serrait la gorge. Je continuais à monter. La 212e marche devait déclencher le prochain cycle de vérification du corne de brume. Le mécanisme restait silencieux. J'avais moi-même entretenu ce corne le mois dernier. J'avais vérifié le minuteur, remplacé la batterie de secours. Il fonctionnait comme une horloge. Il avait toujours fonctionné. J'atteignis la 273e marche et m'agrippai à la rampe en fer de la plateforme supérieure. Le métal était glissant sous ma paume. Ce n'était ni de la rouille, ni de la condensation. C'était quelque chose d'organique qui recouvrait la surface. Je retirai ma main et l'essuyai sur ma veste. La porte du phare était ouverte. Je l'avais bloquée en partant 90 minutes plus tôt, en appuyant mon épaule contre le cadre déformé pour que le loquet s'enclenche. Maintenant, elle y était grande ouverte, laissant apparaître l'obscurité à l'intérieur. Des traces humides menaient à l'intérieur. Je me suis dirigé vers l'ouverture et je me suis arrêté sur le seuil. La salle des feux s'étendait devant moi. Les fenêtres que j'avais lavées ce matin étaient maintenant recouvertes d'un voile de brouillard à l'extérieur et d'autres choses à l'intérieur. La lentille de Fresnel captait le peu de lumière qui pénétrait dans l'obscurité, projetant des motifs fragmentés sur le sol et les murs. Les dotrastes ne s'arrêtaient même pas dans la salle des projecteurs. Elles se prolongeaient jusqu'à la trappe d'accès qui menait au mécanisme du projecteur de brouillard situé à l'étage inférieur. J'étais descendu là-bas une centaine de fois. Un espace étroit, peut-être 8 pieds sur 12, encombré par les machines du corne et les bouteilles d'air comprimé qui l'alimentaient. Des murs métalliques, une seule ampoule pour l'éclairage, un seul chemin pour entrer, un seul chemin pour sortir. L'endroit idéal pour acculer quelqu'un ou être acculé soi-même. Je me suis engagé dans l'escalier, mes chaussures trouvant automatiquement chaque barreau. Le pistolet me gênait. Je devais me tenir à l'escalier d'une main, tout en gardant le Glock pointé vers le bas et à l'écart de mes pieds. L'odeur m'a frappé avant même que j'atteigne le bas. Du saumure et de la décomposition. Cette odeur profonde de l'océan, concentrée dans un espace clos, jusqu'à ce qu'elle envahisse ma langue et ma gorge. J'ai eu un haut-le-cœur, me forçant à continuer à descendre. Ma chaussure toucha le sol. Je me retournai en levant mon arme. Tammy était assise face au mécanisme du fourneau, dos à moi, parfaitement immobile. Elle portait la combinaison orange imperméable que l'on voit dans la vidéo. Ses longs cheveux noirs n'étaient pas tressés, mais tombaient-en librement. Des mèches humides collaient à ses épaules et à son dos. L'eau s'accumulait en une flaque autour d'elle sur le sol métallique, s'étalant en un cercle lent dans lequel se reflétait la seule ampoule au-dessus de sa tête. Je ne voyais pas son visage. Mon doigt se posa sur la gâchette, pas sur le chien. Pas encore. Entraînement au stand de tir. Gardez votre doigt à l'écart jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer. Tammy. Ma voix était ferme, calme. Je suis Ross Ford, du service des parcs nationaux. Je veux que vous vous retourniez lentement et que vous me montriez vos mains. Elle ne bougea pas. L'eau autour d'elle continuait de s'étaler, atteignant mes bottes. Je reculai d'un pas, gardant une distance entre nous. Tammy, vous m'entendez ? Oui. Le mot fut prononcé doucement. La voix d'une jeune femme, un accent californien,
mais quelque chose en dessous. Quelque chose qui faisait vibrer les parois métalliques d'harmonique qui n'auraient pas dû exister. Je veux que vous vous retourniez. Gardez vos mains, là où je peux les voir. Elle commença à se retourner, d'un mouvement lent et délibéré. D'abord ses épaules, puis son torse, puis sa tête. Je vis son visage. Ses yeux n'étaient pas normaux. Ils étaient d'un brun foncé, sur les photos qu'Amy avait envoyées, avec le rapport sur les personnes disparues. Maintenant, ils étaient recouverts d'une pellicule luminescente qui captait la lumière de l'ampoule au-dessus de sa tête et la renvoyait dans des couleurs qui ne correspondaient à aucun spectre connu. Bleu, vert, argent. Quelque chose qui se situait entre les deux et n'appartenait à aucun d'eux. La source de lumière n'était pas l'ampoule. Elle venait de l'intérieur, de ce qui me regardait à travers ses yeux. Je levai le pistolet, le tenant désormais à 2 mains, dans une prise correcte, le guidon aligné avec le centre de sa poitrine. Ne bougez pas. Elle sourit. La bouche de Tammy, les traits fins du visage de Tammy, mais l'expression appartenait à quelque chose de complètement différent. « Tu sais qui nous sommes » dit-elle, mais sa voix était désormais multicouche, avec une multitude de tons parlant à l'unisson. « Tu as lu les magazines. Les anciens gardiens nous ont vus. Ils ont écrit sur les feux sous l'eau, sur des formes qui ne devraient pas exister. Je tenais mon arme bien droite. Où est ce Julian? Il est parti. Il est retourné à la source. Il est parti de son plein gré. Rosford, tu as vu l'enregistrement. Il a compris. Quand nous nous sommes révélés, il a compris ce que nous proposions. Mes deux mains se mirent à trembler. Je bloquais mes coudes, les forçant à rester rigides. Le creux de Cordell Bank. Les mots sortaient de sa bouche, mais sa voix devenait plus grave, plus âgée, portant un poids qui pesait sur ma poitrine et mon crâne. 6000 pieds, plus bas, là où le plateau continental s'effondre dans le néant. Nous y dormons depuis des siècles, depuis plus longtemps encore, depuis que votre espèce a appris à faire du feu et à raconter des histoires sur ce qui se cache dans les profondeurs. Elle se leva, un mouvement fluide, sans effort. L'eau autour de ses pieds se mit en mouvement, s'écoulant vers le haut à l'encontre de la gravité, remontant le long de ses jambes en petits ruisseaux qui défiaient les lois de la physique. Nous nous réveillons maintenant. L'océan change, il se réchauffe. Les courants se déplacent. Les phoques le savent. Ils ont fui. Les poissons le savent. Ils se dispersent. Mais votre espèce n'écoute pas les avertissements inscrits dans le comportement des animaux. Je devais tirer au centre de gravité. Un double tir, c'est ce que disait ma formation. L'évaluation de la menace est claire. La réaction au danger est de neutraliser. Je n'ai pas appuyé sur la gâchette. Julian était un tribut, la première offrande. Il avait le goût de la lumière du soleil et de l'eau de surface, et de toutes ces choses qui nous étaient refusées dans l'obscurité profonde. Nous l'avons accueilli en nous, nous l'avons intégré à l'ensemble. L'eau lui arrivait à la taille, montant plus haut, s'enroulant autour de son torse avec des tentacules qui bougeaient avec détermination. Mais toi, Rosford, toi, nous ne pouvons pas t'emmener. Pas encore. Tu dois porter le message. Dis-leur que ça arrive. Dis-leur que les profondeurs s'agitent. Dis-leur que lorsque nous nous élèverons, nous reprendrons ce qui était nôtre, avant que ceux qui marchent sur terre ne revendiquent leur domination. Elle s'est approchée de moi. J'ai reculé, le dos appuyé contre l'escalier. Elle voulait que tu saches, Tammy, la fille dont je porte la forme. Elle voulait que tu saches que son père n'a pas souffert. Il est entré dans l'eau avec émerveillement, avec acceptation. Elle l'a suivi parce qu'elle ne pouvait supporter sa perte, maintenant. Aucun d'entre eux n'est perdu. Ils font partie de quelque chose d'énorme, d'ancien, d'éternel. La lueur dans ses yeux s'intensifia, remplissant la pièce d'une lumière aveuglante,
si intense qu'il était douloureux de la regarder directement. « Va, Rosford, monte sur ton phare, quitte cet endroit. Dis-leur que Cordell Bank se réveille. Dis-leur que le tribut a été payé, mais qu'il en faudra davantage. Dis-leur que l'océan se souvient de tout et que nous sommes sa mémoire incarnée. » Je levai le Glock, les deux mains en position de tir, lorsque Tammy se mit en mouvement. Elle traversa la pièce brumeuse en moins de temps qu'il n'en faut pour expirer. En une seconde, elle se tenait près des bouteilles sodaires comprimées, de l'eau coulant autour de son torse. La seconde d'après, elle était à 1 mètre de moi, le bras tendu et ses yeux luminescents me transperçant le regard. La physique ne fonctionne pas ainsi. Les corps humains ne fonctionnent pas ainsi. J'ai tiré 2 fois. Les sons ont frappé les murs métalliques et le plafond. Des ondes sonores comprimées rebondissant dans un espace de 8 mètres sur 12, jusqu'à ce que mes tympans aient l'impression d'être sur le point d'éclater. Le flash de la bouche du canon a éclairé le visage de Tammy d'un blanc éclatant. Sa bouche était ouverte, ses yeux brillaient d'une lumière bleu-vert-argent qui semblait provenir de quelque part derrière son crâne. Les 2 balles ont atteint leur cible. J'ai été qualifié comme expert au stand de tir pendant 3 années de consécutives. Je savais où ces balles allaient. Elle a vacillé. Sa jambe droite a glissé dans une flaque d'eau et son épaule a heurté le mur près du manomètre. Mais elle a continué à avancer. Le sang coulait sur sa combinaison orange sèche, formant 2 taches sombres sous sa clavicule. Le tissu était déchiré à l'endroit où les balles étaient ressorties, laissant apparaître les tissus et les os en dessous. Elle s'est éloignée du mur et a fait un pas de plus vers moi, tendant vers moi ses doigts, qui se pliaient mal au niveau des articulations. Mais les mains tremblaient, le guidon vacillait. Elle avançait malgré ses blessures, malgré ses dommages, malgré tout ce qui aurait dû la faire tomber sur le pont. L'entité qui portait son visage souriait, montrant trop de dents. J'ai tiré une 3e fois. La balle l'a touchée à la tempe. L'angle était légèrement ascendant. Je reculais déjà vers l'escalier et elle descendait les marches depuis l'endroit où elle avait heurté le mur. La balle est entrée juste au-dessus de son oreille gauche et lui a arraché l'arrière de la tête. Elle s'est effondrée. Le sol métallique a résonné comme une cloche lorsqu'elle a heurté le sol. L'eau a jailli sous le choc, se répandant sur le pont en formant des ondulations qui bougeaient de manière irrégulière, revenant en cercle vers son corps au lieu de s'écouler vers le drain. Je me tenais là, respirant difficilement, le Glock toujours levé, le doigt sur la gâchette avec une pression d'environ 3 livres, attendant le prochain coup. Elle ne bougeait pas. La lueur dans ses yeux s'est estompée jusqu'à devenir une faible lueur, puis s'est éteinte complètement. Le sang s'accumulait sous sa tête, se mélangeant à l'eau salée dans des motifs qui semblaient y être presque intentionnels. Mes oreilles bourdonnaient à cause des coups d'ostfeu. Je n'entendais rien d'autre qu'un sifflement aigu et mon propre pouls qui battait dans ma gorge. Sa bouche bougea, d'abord sans bruit. Ses lèvres formèrent simplement des contours. Sa langue se pressa contre ses dents. Je regardais, incapable de détourner les yeux, incapable de comprendre ce que je voyais. Tammy Ramirez mourant sur le sol d'une pièce brumeuse, la tête à moitié arrachée et la bouche qui fonctionnait encore. Puis j'ai entendu un murmure, faible, sous le bourdonnement dans mes oreilles. Des chiffres. 37 degrés, 43 minutes, 52 secondes de latitude nord. Des coordonnées. Elle me donnait des coordonnées. 122 degrés, 51 minutes, 18 secondes de longitude ouest. Je me suis approché. Je n'avais pas l'intention de le faire. Mes liés chaussures se sont mises à bouger, toutes go que seules, réduisant la distance jusqu'à ce que je me retrouve juste au-dessus de son corps, le Glock pendu mollement dans ma main droite. Profondeur 6200 pieds, dépression de Cordell Bank, versant est du plateau continental. Sa voix avait changé.
Ce n'étaient plus les harmoniques multiples d'avant, ni les multiples tonalités qui faisaient vibrer les parois métalliques. C'était simplement la voix de Tammy, jeune, claire, avec l'accent californien qu'elle avait avant. Quelque chose d'ancien s'était glissé en elle et l'avait transformée en messagère. C'est là que nous attendons, c'est là que nous dormons, c'est là que nous nous lèverons quand l'heure viendra. Du sang bouillonnait au coin de sa bouche, ses yeux fixés sur le plafond, sombres et vides désormais, ne reflétant plus rien. Dis-leur, dis-le à tout le monde. Les coordonnées sont la réponse, les coordonnées sont la question. Les coordonnées sont... Elle s'est arrêtée. Sa poitrine s'est soulevée une dernière fois, s'est immobilisée pendant 3 secondes, puis s'est affaissée et n'a plus bougé. Je me tenais debout au-dessus de son corps, écoutant ma respiration, le bourdonnement dans mes oreilles et le bruit lointain des vagues qui se brisaient sur les rochers, 200 pieds plus bas. Les coordonnées me brûlaient le cerveau. 37 degrés, 43 minutes, 52 secondes de latitude nord, 122 degrés, 51 minutes, 18 secondes de longitude ouest, profondeur 6200 pieds. Je ne voulais pas qu'elles soient là. Je ne voulais pas m'en souvenir. Je ne voulais pas les porter comme un fardeau qu'on m'avait forcé à embarquer contre mon gré. Mais elles étaient donc gravées dans ma mémoire, solides comme du béton, précises comme des cartes de navigation, impossibles à oublier. Je les entendais, cela les rendait réelles. Je rangeais le Glock dans son étui avec des mains tremblantes et me tournais vers l'escalier. Je ne pouvais plus rester dans cette pièce. Je ne pouvais pas rester là, à regarder ce que j'avais fait, ce que j'avais dû faire, ce que la créature à l'intérieur de Tammy avait rendu nécessaire. De la légitime défense, voilà ce que c'était. Voilà ce que je me répéterais aussi longtemps qu'il me resterait à vivre. Ma chaussure toucha la première barre, puis la deuxième. Je grimpais d'une seule main, les yeux rivés sur la trappe au-dessus de moi, plutôt que de regarder le corps gisant sur le sol. Les barres métalliques étaient glissantes sous ma paume. Je ne saurais dire si c'était de la sueur, de l'eau salée ou autre chose. J'ai atteint la salle des projecteurs et je me suis hissé à travers la trappe. La lentille de Fresnel projetait toujours des motifs fragmentés sur les murs. Les fenêtres étaient toujours recouvertes de cette pellicule organique. Tout était exactement comme 10 minutes auparavant. 10 minutes, c'est tout. 10 minutes s'étaient écoulées depuis que j'étais descendu dans la salle du cornet brumeux et que j'avais trouvé Tammy assise dans une flaque d'eau. 10 minutes depuis que j'avais appris ce qui était arrivé à Julian et entendu parler des choses qui dormaient dans la dépression de Cordell Bank. 10 minutes depuis que j'avais tué un homme. Je fouillais dans la poche de ma veste. La carte mémoire s'y trouvait, petite et en plastique, presque sans poids. Je l'ai sortie et l'ai approchée de la lumière. Je pouvais voir les contacts en cuivre, les minuscules rainures où étaient stockées les données. 43 secondes d'enregistrement montrant Julian tendant la main vers l'eau et quelque chose se levant vers lui. Une preuve, la documentation de ce qui les avait emportés tous les deux. Je me suis approché de l'établi et j'ai ouvert le kit de réparation. J'ai trouvé le briquet de secours que je gardais pour tester le générateur de secours. Du butane, un allumage fiable, une flamme résistante au vent. Le briquet a produit une étincelle dès la première tentative. Une petite flamme bleue a dansé au bout de mon pouce. J'ai pris la carte mémoire par un coin et j'ai approché la flamme du bord opposé. Le plastique a immédiatement commencé à fondre. Une fumée noire s'est élevée, âcre et chimique, me serrant la gorge. J'ai regardé la carte bouillonner et se déformer, les contacts en cuivre noircir et se détacher du support. En 15 secondes, la moitié de la carte s'était transformée en liquide. En 30 secondes, il ne restait plus entre mes doigts qu'un petit coin, trop chaud pour être tenu plus longtemps.
Je l'ai jeté sur le sol en béton et j'ai laissé la flamme finir son travail. Le plastique a fondu en une tache noire sur le sol et en une fumée qui s'est dissipée dans l'air immobile de la salle des projecteurs. L'enregistrement de ce qui a emporté Julián Ramírez ne sera plus jamais vu par personne. J'ai pris cette décision seul. Debout sur le phare, le corps refroidi, les coordonnées gravées dans ma mémoire et le brouillard pesant sur les fenêtres qui ne devaient être couvertes par rien. La vérité mourra avec moi, à cet endroit. Elle mourra avec moi ou me poussera dans les mêmes eaux qui ont emporté Juliana et Tammy. Quoi qu'il en soit, personne d'autre ne verra ce que j'ai vu, n'entendra ce que j'ai entendu, ne saura ce qui attend à 6200 pieds de profondeur dans la fosse de Cordell Bank. J'ai refermé le briquet et l'ai remis dans la trousse de réparation. Mes mains ont cessé de trembler. J'ai rédigé mon rapport 3 heures après être descendu de la salle des projecteurs. Assis à un bureau dans le bâtiment administratif, j'avais devant moi le formulaire d'incident de la garde côtière et les documents standards relatifs au décès d'Amy. Mes mains étaient suffisamment fermes pour écrire en lettres majuscules, lisibles dans chaque champ requis, une vague meurtrière. C'est ce que j'ai inscrit dans la section 4, sous la cause de l'accident. J'ai décrit comment les vagues se sont comportées de manière imprévisible ce soir-là, comment même les kayakistes expérimentés peuvent parfois mal évaluer les conditions lorsque la lumière décline et que la perspective s'estompe sur fond d'eau sombre. Bradley comprendra cela. Amy le comprendra. Ils ont tous deux lu suffisamment de rapports d'incidents pour savoir que l'océan tue des gens de manière courante chaque saison. Les corps n'ont pas été retrouvés. Cela a été inscrit dans la section 6 sous les résultats des recherches, une formulation standard pour les cas où l'océan Pacifique emporte quelqu'un et ne le rend pas. Cela arrive assez souvent pour que la phrase sorte automatiquement, déjà imprimée sur la moitié des formulaires du fichier. Tammy Ramírez, décédée d'hypothermie, retrouvée dans la salle du mécanisme du corps de brume. J'ai écrit qu'elle avait trouvé refuge après avoir réussi à regagner la côte, en état d'hypothermie et désorientée. Elle est montée au phare pour chercher de l'aide pendant que j'étais en bas, en train de vérifier les bassins de marée. Au moment où je l'ai trouvée, Elipi était déjà en arrêt cardiaque dû à une baisse de sa température interne. J'ai pratiqué la RCP pendant 12 minutes. Aucune réaction. Le mensonge était clairement écrit sur le papier. Aucune mention de l'eau qui remontait. Aucune mention des yeux qui brillaient. Aucune mention des coordonnées murmurées par une bouche qui aurait dû cesser de fonctionner après la 3e balle. J'ai signé mon nom en bas, j'ai mis la date, le 10 janvier, j'ai scanné les formulaires et je les ai envoyés à l'adresse professionnelle d'Amy à 14h00. Elle a appelé dans les 20 minutes qui ont suivi. « Ross, je suis vraiment désolé que tu aies dû la trouver dans cet état. » J'ai collé le téléphone à mon oreille et j'ai regardé par la fenêtre du bâtiment administratif le brouillard qui s'accrochait encore à la base du phare. « Oui, vous avez fait ce qu'il fallait. 12 minutes de SLR. C'est plus que ce que la plupart des gens pourraient supporter dans de telles conditions. Cela n'a pas suffi. » La voix d'Amy exprimait la compassion professionnelle prudente qu'elle utilisait avec le personnel confronté à des décès. C'est parfois comme ça. L'océan se moque de notre formation ou de nos meilleurs efforts. Tu le sais mieux que quiconque. J'ai émis un son affirmatif, la laissant remplir le silence. Bradley examine ton rapport en ce moment. Je m'attends à ce qu'il mette fin aux recherches dans les 48 heures. Il est inutile de garder les équipes sur place si les 2 kayaks sont revenus vides et que nous avons un décès confirmé. Elle a marqué une pause. As-tu besoin de quelque chose? Quelqu'un pour te remplacer pendant que tu digères tout ça? Non, je préfère continuer à travailler. D'accord. Mais si ça change,
Appelle-moi directement. Ne joue pas les héros si tu as besoin de temps. Je lui ai dit que je l'appellerais. Nous avons terminé notre conversation. Bradley a accepté chaque mot que j'ai écrit. Il a appelé le lendemain matin pour confirmer que les gardes-côtes mettaient fin aux opérations de recherche actives et changeaient le statut de Julian Ramirez de « porté disparu » à Proli présumé mort. Il m'a posé 2 questions. Avais-je remarqué un dysfonctionnement du matériel sur les kayaks retrouvés? Et Tammy avait-elle dit quelque chose avant de mourir? Non pour la première, rien de cohérent pour la seconde. Il m'a remercié pour ma documentation minutieuse et m'a dit qu'un médecin légiste s'occuperait des restes de Tammy. L'affaire a été classée à 16h00 le 11 janvier. Personne n'a posé de questions sur les lumières sous l'eau. Personne n'a posé de questions sur les silhouettes qui se déplaçaient à contre-courant. Personne n'a mentionné les vieux journaux des gardiens conservés dans les archives de la station de Point Reyes, ceux que j'avais lus lors de ma 2e année de travail, qui décrivaient des choses surgissant des profondeurs pendant la saison de reproduction. Des choses qui faisaient là fuir les phoques et changeaient les routes migratoires des oiseaux. Ces journaux ne semblaient soudain plus être des hallucinations causées par l'isolement, mais plutôt des documents auxquels personne ne voulait croire. Mais Amy n'en a jamais parlé. Bradley n'en a jamais parlé. L'enquête s'est terminée par des formules standards sur les dangers de l'océan et la réalité statistique selon laquelle même les kayakistes expérimentés ne rentrent parfois pas chez eux. J'ai enterré la vérité sous la paperasse et l'indifférence professionnelle. Je suis revenu à mon programme d'entretien du jeudi. Je montais les 300 marches chaque semaine, vérifiais les boulons, nettoyais les fenêtres, inspectais le mécanisme de rotation de la lentille de Fresnel. Je vérifiais le générateur de secours, les niveaux de carburant et les batteries de la station radio. La même routine que je suivais depuis 5 ans. Mais maintenant, je regardais l'eau différemment. Je remarquais des absences là où les phoques refusaient de monter sur la terre ferme. Chimney Rock restait vide jusqu'à la fin janvier et en février. La saison de reproduction battait son plein, mais il n'y avait aucun animal sur les rochers qui aurait dû être bondé de mâles se battant pour leur territoire et de femelles allaitant leurs petits. Les oiseaux ne volaient leur rôle plus selon des vecteurs précis. Les mouettes, qui auparavant profitaient des courants ascendants au-dessus du banc de cordel, ont commencé à éviter tout ce secteur de l'océan. J'ai observé cette zone à la jumelle depuis la salle des projecteurs, et je les ai vus là tout s'éloigner. C'était comme s'ils se heurtaient à un mur invisible à 6 miles de la côte, juste là où le plateau continental plonge dans une fosse profonde de 6200 pieds. Le versant est du plateau. J'ai installé des détecteurs de mouvement dans l'escalier du phare 4 semaines après avoir rédigé mon rapport. Des blocs industriels destinés à la sécurité des entrepôts. Je les ai installés sur les marches 50, 150 et 250. Je les ai connectés aux panneaux d'alerte du bâtiment de service et de mon module d'habitation. Je les ai réglés pour qu'ils se déclenchent dès qu'un objet de plus de 20 livres se déplace vers le haut ou vers le bas. J'ai dit à Amy que je m'inquiétais du vandalisme après avoir trouvé la porte forcée. Elle a approuvé les dépenses sans poser de questions. Les capteurs m'ont donné quelque chose de mesurable à surveiller, quelque chose avec des piles, des circuits imprimés et une fonction logique, quelque chose qui fonctionnait selon des règles que je comprenais. La plupart des nuits, rien ne les dérangeait. La plupart des nuits, je vérifiais le panneau d'alerte avant de me coucher et je voyais que les 3 capteurs étaient verts. Aucun mouvement détecté, aucune intrusion enregistrée, aucune trace d'humidité remontant vers la salle des lampes. La plupart des nuits, je croyais presque pouvoir oublier. Mais les coordonnées que Tammy avait murmurées revenaient dans mes rêves, comme des débris remontant du lieu du naufrage. 37 degrés, 43 minutes, 52 secondes de latitude nord. 122 degrés, 51 minutes, 51 secondes de latitude
18 secondes de longitude ouest. Des chiffres qui m'attiraient avec la même pression implacable qu'un courant de retour qui renverse quelqu'un dans les eaux peu profondes. Je me réveillais à 0300 avec les coordonnées gravées dans mon esprit, plus précises que n'importe quelle carte de navigation que j'avais jamais étudiée. Je pouvais les tracer sans regarder la carte. Je pouvais les sentir comme l'orientation d'une boussole, au sud-ouest de ma position, au-delà de Chimney Rock, après les Farallones, là où le plateau continental s'arrête et où l'eau devient sombre, froide et profonde, là où ils attendaient, là où ils dormaient, là où ils se lèveraient quand l'heure viendrait. La plupart des nuits, je vérifiais le tableau de bord, me réveillant de ces rêves, regardant les voyants verts et écoutant le brouillard sonner son cycle automatique. Je comptais les secondes entre les coups. Je m'assurais que l'équipement fonctionnait toujours conformément aux spécifications. La plupart des nuits, rien ne bougeait dans l'escalier, à part ma propre ombre, lorsque je montais vérifier la salle des lampes à l'aube. La plupart des nuits, je me convainquais presque que ce qui s'était passé dans la salle de la corne de brume était une hallucination causée par l'hypothermie, que j'avais trouvé Tammy déjà mourante et que mon cerveau privé d'oxygène avait imaginé le reste, presque. Mais ensuite, je marchais sur la plage de Chimney Rock et je voyais les bassins de marée, toujours vides de leur vie normale. Je voyais les rochers, toujours nus. Je voyais l'eau bouger selon des motifs qui ne correspondaient ni au vent ni au courant. Et j'ai su que la vérité n'était pas morte avec Tammy. Elle attendait simplement. Patience, comme les eaux profondes. Inévitable, comme la marée.